passe au thème de la génétique. Donc la question 5 de l'examen. Alors on considère en génétique, quand on étudie un gène biallélique, qu'on fait du monohybridisme, on étudie parfois du dihybridisme, mais ici c'est du tétrahybridisme. Mais voilà, ils ont compliqué gentiment les choses quand même. Voilà, donc on croise ces individus, et donc ils ont 4 gènes indépendants. Ce n'est pas des gènes liés sur le même chromosome qui vont rester parfois ensemble avec des recombinaisons. Ici, c'est des gènes indépendants, et on a des allèles dominants en majuscule, des allèles récessifs en minuscule, donc c'est l'écriture plutôt de Mendel. Ok, alors, on vous demande quelle sera la fréquence du phénotype, donc ce qu'on verra chez leurs descendants directs. Donc les phénotypes, c'est les couleurs de yeux ou des choses comme ça, et les génotypes, c'est vraiment les gènes qu'il y a. Alors, quand on a un génotype pour un individu, on peut imaginer ce qu'il va donner à ses gamètes. Et donc après, on peut faire un tableau avec tous les gamètes possibles des individus. Alors ici, on voit que l'individu 1, il va chaque fois donner le petit c et le petit d à tous ses gamètes. Il n'y aura pas le choix. Donc là, c'est 100% tous les mêmes. Donc on peut vraiment ne pas regarder ça. Par contre, pour les 2 premiers gènes, une fois sur 2, il va donner le grand A. Une fois sur 2, il va donner le petit a. Et aussi, la même chose pour le b. Une fois sur 2, il va donner le grand b. Une fois sur 2, le petit b. Donc, quand on a du dihybridisme comme ça, avec 2 gènes hétérozygotes, on a 4 allèles différents. Donc, puisqu'on va avoir du grand A avec du grand B, on va avoir du grand A avec du petit b, on va avoir du petit a avec du grand B, et du petit a avec du petit b. Donc on ne considère pas, tout le monde sera toujours avec du CD, donc on ne doit même pas les regarder. Voilà. Pour l'autre individu, c'est pareil, il sera toujours avec du grand C et du grand D, et aussi toujours avec du petit b. Donc là, il n'y a que 2 gamètes possibles. Il va soit prendre le grand A, soit prendre le petit a. Et toujours avec du petit b, du grand C et du grand D. Donc on peut quand même tout mettre. Voilà. Et donc quand on va croiser ça, on va avoir des génotypes des descendants. Donc les génotypes des gamètes sont toujours avec une lettre par gène, un allèle. Et les individus ici, les descendants, on va mettre 2 lettres par gène. Donc on regroupe les 2A, on regroupe les 2B, et le reste, on regroupe les 2A, on regroupe les 2B, et ça fait ce genre de choses. On met toujours le dominant devant, donc si on a le choix, pour les hétérozygotes, donc ceux qui ont des allèles différents, on met le dominant devant. Voilà, pas aller trop vite quand même, hein, vérifier qu'on ne fait pas d'erreur. Alors, quand on a des génotypes dominants, on exprime ce dominant. Quand on est homozygote récessif, on exprime le récessif. Donc on a en expression ceci, et après il nous restera à compter combien le phénotype demandé. Voilà, donc on les met dans une sorte de petit crochet, il faut imaginer des fenêtres, ce qu'on voit en fait. Et donc on cherche grand A, petit b, boum. Voilà, donc c'est 3 fois sur 8. Donc il y avait 4 gamètes différents chez un individu, 2 gamètes différents chez l'autre individu. Donc il y avait 8 combinaisons possibles. Et il y en a 3 parmi ceux-là qui ont le phénotype demandé. Voilà. Une deuxième question de génétique. Cette fois-ci, on vous propose la maladie de Huntington. C'est une maladie neurodégénérative, donc ça s'attaque au cerveau, et les symptômes apparaissent entre 40 et 50 ans. Et on vous dit qu'elle est monogénique, autosomique, dominante. Ça veut dire que la maladie est dominante, on met une majuscule. Elle est autosomique, donc elle ne sera pas sur le chromosome X. Et monogénique, il n'y a qu'un seul gène concerné. Donc on va mettre la maladie avec une lettre M majuscule, et on va mettre le caractère sain avec un petit s qui est récessif, donc si la maladie est dominante.
Alors, si ça apparaît vers 40 et 50 ans et qu'on considère un individu âgé de 25 ans, s'il est phénotypiquement sain, ça ne le protège pas. Donc, on ne voit pas encore la maladie. Sa phénotype, c'est ce qu'on voit. Mais c'est possible qu'elle soit dans ses gènes. Surtout que son père et son grand-père sont atteints. Alors, si le père ou le grand-père est atteint, il est porteur du gène et un suffit. Et comme il n'y a pas d'autres cas décrits dans la famille, ce serait vraiment bizarre qu'il ait reçu le gène des deux parents. Mais un suffit quand la maladie est dominante. Donc le père, il est grand M, petit s, et ça vient de son propre grand-père qui était atteint, et donc il avait aussi le gène de la maladie. Alors le fils ici, le sujet masculin de 25 ans, avec un papa qui est atteint, donc il pourrait lui avoir donné le grand M ou le petit s, et pas d'autres cas dans la famille, et une femme phénotypiquement saine et pas d'antécédents génétiques, donc qui ne serait pas porteuse, il a une chance sur deux, ce fils, d'être atteint, 50%. Et donc ses propres enfants, à lui, ils auront aussi ses propres enfants, c'est ça qu'on demande. Sur base de ces informations, les risques que les enfants de ce sujet masculin âgé de 25 ans soient atteints, si le papa est MS, ils vont avoir 50% de chance aussi, il va prendre la place du sujet ici. Et si par contre il a eu de la chance, ce sujet masculin de 25 ans, de ne pas l'avoir, il y aura 0% de chance que ses enfants l'aient. Donc sur 2 générations, 50% de chance, ça fait 50 fois 50, ça fait 25%. Donc un quart, une chance sur 4 que les enfants de 2e génération soient atteints. Et le fils aîné et le fils cadet, ils jouent à la même loterie, ils reçoivent la même panel possible de gènes de leurs parents, et donc c'est les deux les mêmes. Donc très vite, on ne peut pas avoir des probabilités différentes quand on est frère ou sœur, si ce n'est pas lié à X. Alors, une 3e question de génétique, cette fois-ci on parle d'hémophilie, toujours une maladie monogénique, donc il n'y aura pas de gènes liés, des choses comme ça, donc c'est du monohybridisme, une déficience du facteur de coagulation. Alors, on vous montre un arbre généalogique où il y a des sujets atteints en noir. On voit que ce sont souvent des garçons et les parents ne sont pas atteints. Donc si des parents non atteints ont des enfants atteints, c'est une maladie récessive. Alors, et quand il y a énormément de garçons, ça pourrait être lié au chromosome Y ou au chromosome X, donc ce serait a priori pas autosomique. Mais là, on n'est jamais sûr. On a des indices. Ok, donc ce serait peut-être bien lié à X ou Y. Après, on parle du Southern Blot. Donc, vous auriez peut-être peur, et passeriez la question, mais c'est pas trop compliqué. On vous explique que c'est une technique pour quantifier le nombre de séquences d'allèles sauvages et d'allèles morbides. Donc, morbide, c'est qui porte la maladie. Ok. Et donc, on a dit que c'était récessif. Donc l'allèle sauvage, je vais mettre un grand S. L'allèle morbide, je vais mettre un petit M. Mais je crois que je dois les mettre sur le chromosome X. Alors, comment est-ce que je vais en être sûre ? En fait, il suffit de compter les nombres. Donc, on a des personnes qui n'ont qu'une seule version du gène. Et on a des personnes qui ont les 2 versions du gène. Donc ça, c'est typique des garçons qui n'ont qu'un seul chromosome X et des filles qui ont 2 chromosomes X. Voilà. Après, quand ils ont l'allèle sauvage, ils ne sont pas malades. Quand ils ont l'allèle morbide, ils sont malades. Quand ils ont 2 allèles sauvages, on va les mettre comme ça, ils sont sains. Et quand ils ont un sauvage et un malade, ils sont porteurs mais sains. Donc ici, on va y avoir des filles qui ne seront pas malades. Là, on va avoir des garçons malades et des garçons sains. Voilà, après, il suffit de retrouver ça. Mais il fallait un petit peu voir ce qu'on nous demandait ici. Donc, si on cherche en A un garçon sain, Christian, c'est parfait. Arthur, il est malade, donc c'est pas bon. Oscar, on ne vous propose pas. Et Chloé, c'est une fille. Et une fille, elle n'a pas un chromosome, mais 2. Et donc, les A et le D sont encore en lice. Après, on voit qu'ils ont les mêmes Arthur, donc on ne regarde pas, mais on peut regarder. Donc, Arthur est malade, un allèle morbide.
c'est bon. Après, pour une fille saine qui n'a pas eu donc d'enfant malade, Marie-France n'est pas une bonne candidate puisqu'elle a eu 2 garçons malades. Chloé, on n'en sait rien, peut-être, elle a peut-être eu de la chance. Et donc l'analyse du Southern Blot, je ne sais pas trop comment on le dit. Donc l'analyse Southern Blot pourra informer. Donc l'analyse Southern Blot pourra informer Chloé sur ses futurs enfants, est-ce qu'ils seront hémophiles ou pas, ou dans certaines proportions. Et donc ici, on voit qu'il y en a une qui n'est pas atteinte, et ce serait peut-être bien Chloé. Donc en C, ça ne peut pas être Marie-France. Parce que Marie-France a des enfants atteints. Et donc en C, c'est bien Chloé possible. Et la personne qui est non atteinte, toujours en rond blanc, mais qui a des enfants atteints, donc qui est porteur de l'allèle morbide en un exemplaire, porteuse saine, c'est Marie-France. Et donc la réponse est la réponse D. Voilà, il reste encore 2 questions, une sur les thèmes évolution, une sur les thèmes écologie. Donc on vous parle d'utilisation abusive d'antibiotiques qui entraîne un accroissement de la fréquence des souches bactériennes qui y sont résistantes. Quel mécanisme est à l'origine de l'accroissement des souches résistantes ? Alors, c'est vraiment un processus de sélection naturelle. Donc ce qui se passe, c'est que l'environnement change, donc l'antibiotique arrive alors qu'il y a plein de bactéries présentes. L'antibiotique tue la plupart des bactéries et celles qui sont légèrement résistantes vont, elles, résister et être plus présentes. Si vous continuez à prendre bien votre boîte jusqu'au bout, vous finirez par aussi éliminer ces bactéries qui sont légèrement résistantes. Mais si vous ne finissez pas vos boîtes, donc si vous utilisez de manière abusive ou trop souvent, vous allez à chaque fois éliminer les méchantes sensibles et garder chaque fois les résistantes. Et elles vont, parmi la population, vous allez vraiment changer la couleur. Il y aura quelques sensibles et beaucoup plus de résistantes. Donc, vous sélectionnez. Alors, vous allez me dire, c'est pas naturel, mais ce qu'il y a de naturel, c'est les mutations naturelles, c'est la variété complète possible chez tous les individus d'une population. Et donc, on sélectionne parce que l'environnement change. Alors, il n'y a pas de compétition entre les résistantes et les sensibles. Les sensibles, elles meurent. Et les résistantes, elles tiennent le coup par l'extérieur, pas entre elles. Et donc, la survenue de mutations génétiques induites par les antibiotiques, non. La variété dans les populations, c'est comme chez les humains. Donc, ça existe naturellement par les mutations. Ce n'est pas induit par les antibiotiques. Ce qui pourrait induire des mutations génétiques, c'est justement les facteurs mutagènes comme les UV ou plus la radioactivité, des choses comme ça qui endommagent l'ADN. Mais les antibiotiques, ce sont des molécules qui empêchent les bactéries de se multiplier, mais ne changent pas les gènes. Un déséquilibre des relations interspécifiques. Donc les relations interspécifiques, donc c'est entre espèces, donc c'est la compétition pour les mêmes aliments, ou c'est la prédation quand ils se mangent les uns des autres. Mais ici, c'est la même espèce, c'est une bactérie, des souches bactériennes, pour moi, c'est comme des races ou des races pour les animaux ou des variétés pour les végétaux. C'est la même bactérie, mais qui est plus ou moins colorée ou grande ou des choses comme ça. Voilà, donc ce n'est pas un déséquilibre de relations interspécifiques. Il n'y a pas de façon de manger différemment ou d'être en prédation différente. Alors, la question sur l'écologie, c'est du vocabulaire. Donc, c'est quoi une empreinte d'une population humaine de taille donnée? On peut même calculer sa propre empreinte écologique. Donc, vous voyez, une empreinte, c'est quelque chose qui s'imprime dans la Terre. Et la réponse, c'est la superficie biologiquement productive nécessaire pour subvenir à ses besoins. Donc, on dit qu'on utilise plus ou moins de planètes selon le temps qu'on prend aussi. On peut prendre une empreinte écologique sur une année ou des choses comme ça. Alors, ce qu'on vous propose en A, le nombre de jours avant qu'elle ait épuisé les réserves naturelles disponibles, c'est un peu ce qu'on appelle le jour du dépassement. Donc, on dit toujours que la façon de toute la population humaine sur Terre épuise les ressources, et ce qui est produit sur une année, et donc on commence à aller dans les réserves
c'est le jour du dépassement. Donc fut un temps, c'était en décembre, mais non, c'est plus en juillet, même mois de mai maintenant. Donc vu l'accroissement de la population sur Terre et la façon dont le pays appelle ça du développement, consomme des ressources, le jour du dépassement recule dans l'année, et donc c'est de plus en plus grave. La quantité de dioxyde de carbone qu'elle émet, c'est pas une empreinte écologique pour une population, il n'y a pas que ça. Donc il n'y a pas que le réchauffement climatique dû au CO2, il y a vraiment tout l'utilisation autour de soi. Donc la quantité de ressources qu'elle consomme et la quantité de déchets qu'elle produit, ça pourrait, donc c'est vraiment ce qu'elle consomme, mais ce n'est pas une empreinte écologique, c'est plus un bilan, ça, écologique. Il me reste à faire ma petite pub, donc si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Donc, quand vous êtes VIP, vous avez accès à la Dropbox de Chimie Média. Donc voici un peu son contenu. Donc il y a surtout les questions par thème. Donc là-dedans, il y a les énormes dossiers de physique qui reprend toutes les questions depuis 2017 de chimie et de bio, où les questions sont classées par thème. Et donc si on veut s'entraîner sur un thème, c'est facile et les réponses sont à la fin. Donc c'est vraiment les dossiers que j'utilise en classe quand je fais la préparation en fait. Après vous avez des synthèses en une page. Donc je les améliore chaque fois un peu chaque année quand il y a des choses que ça peut être utile aussi. Voilà. Après il y a tous les questionnaires des examens d'entrée, donc depuis 2017 en version avec les réponses, donc comme les étudiants les reçoivent, et aussi en version sans les réponses, donc on peut s'entraîner par thème et on peut s'entraîner les 15 questions en RAC. Après il y a des dossiers de physique, de chimie et de bio qui reprennent les premières vidéos, donc les vidéos qui ne sont pas sur des synthèses en une page mais sur des synthèses en plein de pages. Et après, il y a un petit peu d'informations sur les parties humanistes, donc qui ne sont vraiment pas ma spécialité, mais s'il y a certaines synthèses que j'ai été chercher à gauche et à droite. Et après, il y a des questionnaires d'Olympiade de physique et de bio, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais assez et qui veulent s'entraîner toujours plus sur plein de questions. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger, où j'essaye de poster à peu près tous les jours, en tout cas quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse, donc la description. La question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème. Voilà, il me reste juste à vous communiquer mes coordonnées bancaires pour pouvoir verser ces 5 €. Voilà mon numéro de compte, je préfère par virement. Pour les Français, vous avez besoin du code BIC. Et si jamais vous avez plutôt un compte PayPal, vous pouvez utiliser Tipeee aussi, mais je préfère un virement en direct. N'oubliez pas de m'envoyer un message ensuite, soit via le groupe, la page Facebook Chimie Média, soit sur Messenger Isabelle Paternel. Pour que je sache que vous avez fait le virement. Je ne surveille pas mon compte 24 heures sur 24 et à ce moment-là, on prend contact pour vous ajouter au groupe Messenger. Voilà, donc bienvenue à vous si vous rejoignez ce groupe. Et chaque année, en fait, un nouveau groupe est créé en septembre. Et les questions, c'est vous qui me les posez. Merci à vous. Bon courage pour la préparation.